Dans ce chapitre, on va s'intéresser aux différentes formes d'énergie que possède un système. Ici, le système, c'est le skater sur sa piste. Et comment ces énergies vont évoluer au cours du mouvement en fonction des forces qui vont agir sur ce système. C'est le cours du chapitre 14, aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Dans tout ce chapitre, on considère que le système étudié est modélisé par un seul point, son centre d'inertie, son centre de masse, et l'étude est effectuée dans le référentiel terrestre. Commençons par l'énergie cinétique. Un objet qui se déplace possède une énergie du fait de son mouvement. Deux paramètres influent sur l'énergie cinétique, la vitesse et la masse. Pour une vitesse donnée, plus la masse est importante, plus l'énergie cinétique va être grande. Si vous recevez pour une même vitesse un volant de badminton et une boule de pétanque, bien évidemment, l'énergie cinétique de la boule de pétanque va être beaucoup plus grande. L'énergie cinétique dépend donc aussi de la vitesse. Plus la vitesse est importante, plus l'énergie cinétique augmente, mais cette dépendance se fait avec le carré de la vitesse. Ainsi, si la vitesse double, l'énergie cinétique, elle, va être multipliée par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Dans un véhicule, comme une voiture par exemple, c'est le rôle des freins de dissiper cette énergie cinétique sous forme d'énergie thermique, sous forme de chaleur. Et donc quand la vitesse d'une voiture double, son énergie cinétique est multipliée par 4, et donc la distance de freinage, la distance qui va être nécessaire au frein pour évacuer toute cette énergie cinétique, va être approximativement multipliée par 4. Le respect des limitations de vitesse est donc un critère très important en sécurité routière. L'énergie cinétique a pour expression EC égale 1/2 de mv carré. L'énergie cinétique s'exprime en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1 tonne roulant à une vitesse de 80 km/h sur une départementale et quelle était l'énergie de cette voiture lorsque la limitation était de 90 km/h. Alors la première chose à faire, c'est de trouver la conversion des km/h en mètres par seconde, puisque dans la formule de l'énergie cinétique, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Si vous avez oublié la conversion, il suffit de traduire ce qu'est 1 km/h. C'est une distance de 1 km parcourue pendant une durée de 1 heure, soit 1000 mètres, parcouru en 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes, 60 minutes de 60 secondes. On peut simplifier par 1000, donc 1 que divise 3,6 mètres par seconde. Donc pour convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde, il suffit de diviser la valeur de la vitesse en km par heure par 3,6. Mettez la vidéo sur pause pour pouvoir faire les deux applications numériques. Pour une vitesse de 80 km par heure, tout d'abord. On va voir énergie cinétique qui va être égale à 1/2 de mv carré, donc 1/2 que multiplie la masse de la voiture exprimée en kilogrammes, donc une tonne c'est 1000 kg, que multiplie la vitesse de la voiture, donc 80 km/h, donc je convertis en mètres par seconde en divisant par 3,6, je n'oublie pas le carré, et on obtient une énergie cinétique de 2,5 que multiplie 10 puissance 5 joules. À une vitesse de 90 km/h, on va obtenir cette fois-ci une énergie cinétique qui va être égale à 1/2, 1,010 puissance 3, que multiplie cette fois-ci 90 que divise 3,6, le tout au carré. Et l'énergie cinétique est cette fois-ci de 3,1 que multiplie 10 puissance 5 joules. La vitesse a augmenté de 13% environ. Par contre, l'énergie cinétique a augmenté de 24%. L'énergie cinétique de la voiture est 24% plus faible à 80 km/h, ce qui va réduire considérablement la gravité des accidents. Pour faire varier l'énergie cinétique d'un système, il va falloir que des forces s'exercent sur le système. Regardons cela plus précisément avec cette nouvelle notion, travail d'une force constante. Le travail d'une force est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'effet de cette force sur l'énergie cinétique d'un système au cours de son mouvement. Le travail d'une force indique ainsi la contribution de cette force
à la variation de l'énergie cinétique du système. Pour qu'une force travaille, il faut que le point d'application de cette force se déplace d'un point A vers un point B. Dans l'exemple qui est montré, on s'intéresse à la force exercée par la perche du téléski sur le skieur. Quelle est l'expression du travail de cette force lorsque le skieur se déplace du point A au point B? Déjà, le travail de cette force va se noter WAB de F. Alors pourquoi W? Parce qu'en anglais, le travail se dit work. AB parce que le point d'application de la force va se déplacer du point A au point B et on indique entre parenthèses la force étudiée. Le travail WAB de F d'une force constante F, dont le point d'application se déplace de A vers B, s'exprime par la relation suivante. Le travail entre A et B de la force F est égal au produit scalaire du vecteur F par le vecteur déplacement AB. On dit ainsi F, le point se prononce scalaire, AB, F scalaire AB. Le produit scalaire de deux vecteurs, ça ne donne pas un vecteur, ça donne un nombre. Alors ce produit scalaire se calcule ainsi, c'est la norme du vecteur force que multiplie la norme du vecteur AB, que multiplie le cosinus de l'angle, donc ici c'est l'angle alpha, entre les directions des deux vecteurs. Donc sur le schéma, on voit apparaître l'angle alpha ici. Du point de vue des unités, le travail participe à la variation de l'énergie cinétique. Il s'exprime en joules, la force en newton et AB en mètres. Regardons quelques cas particuliers d'une force. Dans la première situation, la force est perpendiculaire au déplacement. Dans le deuxième cas, la force a le même sens et la même direction que le vecteur déplacement. Et dans le dernier cas, la force a la même direction mais un sens opposé au vecteur déplacement. Je vais représenter le vecteur déplacement dans chaque situation. Ici, l'objet se déplace du point A vers le point B. Donc voici ce vecteur déplacement AB. Dans la première situation, l'angle alpha c'est l'angle que fait le vecteur force avec le vecteur déplacement. Alpha est égal à 90 degrés. Donc le cosinus de alpha est égal à 0. Ainsi, le travail entre A et B de la force F est nul. Dans la deuxième situation, le vecteur force et le vecteur déplacement AB font un angle de 0 degré. Le cosinus de l'angle alpha va être égal à cosinus de 0 degré, c'est-à-dire 1. Et donc le travail entre A et B de la force F va être égal à F que multiplie AB. Ce travail va être positif. On dit que le travail est moteur. Le travail de cette force favorise le déplacement de l'objet entre le point A et le point B. Dans la dernière situation, l'angle entre le vecteur force et le vecteur AB est égal à un angle plat, donc un angle de 180 degrés. Le cosinus de l'angle alpha va être égal à cosinus de 180 degrés, c'est-à-dire moins 1. Et donc l'expression du travail entre A et B de la force F va être égale à moins F que multiplie AB. C'est donc un travail qui est négatif. On dit que le travail de cette force est résistant. Il ne favorise pas le déplacement du point A vers le point B. Commentez le travail fourni par la force exercée par chaque personnage pour déplacer la voiture du point A vers le point B. Alors le personnage 4, il pousse dans le mauvais sens. Le travail entre A et B de la force F4 qu'il exerce va être égal à moins F4 que multiplie le vecteur déplacement, puisque la force et le vecteur déplacement vont faire un angle de 180 degrés. Ce travail est négatif. Ce personnage est contre-productif. Pour le trajet
de A vers B. C'est un boulet. Si on regarde maintenant le personnage 3, le travail entre A et B de la force F3 qu'il exerce, eh bien c'est un travail qui va être nul puisque le vecteur force et le vecteur déplacement font un angle de 90 degrés et cosinus 90 c'est 0. Donc ce personnage ne fournit aucun travail. Alors heureusement, il y a deux personnages un peu plus malins. Si on regarde le travail entre A et B de la force F2, ce travail va être plus grand que celui de la force F1. Les personnages 1 et 2 exercent des travaux moteurs. Le personnage 2 est cependant plus efficace que le personnage 1, car pour une même force, l'angle que fait le vecteur force avec le vecteur déplacement est beaucoup plus faible. On va regarder les travaux de deux forces importantes, le travail du poids et le travail d'une force de frottement. Commençons par le travail du poids. Pour un objet donc qui va passer d'un point A à un point B, on a représenté ici un axe vertical OZ orienté vers le haut, donc un axe ascendant, et l'objet va passer du point A d'altitude ZA au point B à l'altitude ZB en suivant la trajectoire verte qui est indiquée en pointillé. Donc par définition, le travail du poids est égal au vecteur poids scalaire, le vecteur AB. Donc P, norme du vecteur poids, que multiplie la norme du vecteur AB, que multiplie cosinus de l'angle alpha. Le vecteur poids est vertical, donc l'angle alpha c'est l'angle que fait le vecteur poids avec le vecteur AB. Cet angle alpha donc se retrouve ici dans le triangle A, B, H, qui est rectangle en H. Cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent dans ce triangle rectangle divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est AH, l'hypoténuse, c'est AB. Et la longueur AH peut être exprimée à partir des altitudes ZA et ZB. C'est donc ZA moins ZB divisé par AB. Et de plus, on sait que le poids est égal au produit de la masse par G, l'intensité de la pesanteur. On remplace dans la relation précédente. Et on obtient travail entre A et B du vecteur poids qui va être égal à mg que multiplie AB que multiplie ZA moins ZB divisé par AB. On peut simplifier par AB. Et on obtient l'expression du travail du poids sur un trajet de A vers B. Travail entre A et B du poids est égal à mg ZA moins ZB. M est en kilogrammes. G en newton par kilogramme. Et ZA et ZB sont en mètres. Et le travail, bien sûr, en joules. On peut regarder la cohérence des signes. Si l'objet descend, ZA va être supérieur à ZB, la différence ZA moins ZB va être positive et donc le travail du poids va être moteur. Quand l'objet descend, le poids favorise le mouvement, donc c'est bien cohérent. Regardons donc le travail d'une force de frottement constante dans le cas d'un skieur qui descend une piste. Donc ce skieur va être soumis à différentes forces. Comme force à distance, il y a le poids. Donc force verticale qui est orientée vers le bas. Le skieur est en contact avec la piste, donc l'action de la piste sur le skieur va pouvoir être décomposée
en une force perpendiculaire à la piste, qu'on appelle l'action normale, ainsi que d'une force qui va être parallèle à la piste, dans le sens opposé au mouvement, qui va être une force de frottement, qu'on appelle petit f. Et dans cette force de frottement, il va y avoir aussi l'action de l'air qui s'exerce sur le skieur. Le skieur descend la piste, il se déplace donc du point A vers le point B. Donc le vecteur AB est ainsi. Donc l'angle que fait le vecteur F avec le vecteur AB, cet angle alpha, est égal à 180 degrés. Le travail entre A et B de la force de frottement, par définition, c'est F scalaire AB. C'est F que multiplie AB que multiplie le cosinus de l'angle alpha. Ici, l'angle alpha est égal à 180 degrés. Donc cosinus alpha est égal à moins 1. D'où l'expression travail entre A et B de la force F est égal à moins F que multiplie AB. Le travail en joules, F en newton, et la longueur AB en mètres. On l'avait indiqué au début, le travail d'une force va indiquer la contribution de la force à la variation de l'énergie cinétique. C'est le théorème de l'énergie cinétique que l'on va admettre ici. Dans un référentiel galiléen, tel que le référentiel terrestre, la variation de l'énergie cinétique d'un système de masse petit m, entre un point A et un point B, est égale à la somme des travaux de toutes les forces agissant sur le système. La variation d'énergie cinétique, donc qui s'exprime en joules, qui va être égale à l'énergie cinétique finale, ECB, moins l'énergie cinétique initiale, EC au point A, va être égale à la somme des travaux de toutes les forces entre A et B qui s'exercent sur le système. On a ici la lettre grecque sigma, qui signifie somme. Faisons un exercice d'application pour voir comment utiliser ce théorème de l'énergie cinétique. Pendant leur course d'élan, les bobeurs poussent le bobsleigh initialement à l'arrêt sur une portion de piste rectiligne et horizontale. Le bobsleigh est soumis à la poussée F des bobeurs, F égale 250 newtons. Donc cette force de poussée va être orientée vers l'avant. À l'action des forces de frottement, une force qui s'oppose au mouvement, l'on va noter petit f. À son poids, force verticale qui est orientée vers le bas. Et à la composante verticale de l'action de la piste, qui va être une force verticale, mais cette fois-ci orientée vers le haut. Expliquez tout d'abord pourquoi parmi les 4 forces, 2 forces ont un travail nul. Les 2 forces qui vont exercer un travail nul vont être les forces qui vont être perpendiculaires au vecteur déplacement. Le travail entre A et B du poids, par définition, c'est égal à P scalaire AB. Et ce travail va être nul, car le vecteur poids est perpendiculaire au vecteur AB. L'angle que font les 2 vecteurs est égal à 90 degrés, et cosinus de 90 est égal à 0. Et il en va de même pour le travail entre A et B de la composante verticale, grand R, qui va être égal à R scalaire AB, qui va être égal à 0, car le vecteur R est perpendiculaire au vecteur AB. Exprimer puis calculer le travail entre A et B de F, de grand F, et le travail entre A et B de la force de frottement petit f. Alors le travail entre A et B de la force F, ça va être égal à F scalaire AB. Le vecteur F est horizontal, de même sens et de même direction que le vecteur AB, donc l'angle alpha est égal à 0. Cosinus 0, c'est 1, donc c'est tout simplement égal à F que multiplie AB. On remplace par les valeurs numériques, 250 newtons, que multiplie la longueur AB, c'est-à-dire 20 mètres, et donc on obtient 5,0 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire 5 kJ.
travail entre A et B de la force de frottement maintenant, c'est égal à F scalaire B. La force de frottement a même direction que le vecteur déplacement AB, mais un sens opposé. Donc l'angle alpha va être égal à 180 degrés, cosinus de 180 degrés c'est moins 1, donc on va obtenir moins F que multiplie AB. Donc moins 25 que multiplie 20, et donc moins 5,0, 10 puissance 2 joules. Pour déterminer la vitesse VB communiquée au bobsleigh à la fin de la course d'élan, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et B. On va avoir donc l'énergie cinétique finale au point B moins l'énergie cinétique initiale au point A, qui va être égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le bobsleigh. Donc on va avoir le travail entre A et B du poids, plus le travail entre A et B de l'action de la piste, grand R, plus le travail entre A et B de la force de poussée, plus le travail entre A et B des forces de frottement. Alors l'énergie cinétique en B, par définition, c'est 1/2 de mvb carré. Ça fait apparaître la vitesse que l'on cherche justement. Dans l'énoncé, on nous dit que la vitesse initiale du bobsleigh est nulle, puisque le bobsleigh est initialement à l'arrêt. Donc l'énergie cinétique en A, 1/2 de mva carré, va être égale à 0. Le travail entre A et B du poids, on l'a vu, c'est 0. Le travail entre A et B de R, c'est 0. Le travail entre A et B de la force F, c'est égal à 5,0 10 puissance 3 joules. Et le dernier travail ici est égal à moins 5,0 10 puissance 2 joules. Donc finalement, il reste l'énergie cinétique en B, qui est égale à 1/2 de mvb carré, qui va être égal à 5,010 puissance 3 moins 5,010 puissance 2, c'est-à-dire 4,5 10 puissance 3 joules. On va pouvoir maintenant trouver l'expression de VB. VB va être égal à 2 fois l'énergie cinétique en B divisé par petit m. Et il faut prendre la racine carrée. On fait l'application numérique. On va obtenir 2 fois 4,5 que multiplie 10 puissance 3 joules, divisé par la masse du bobsleigh, c'est-à-dire 300 kg. L'application numérique donne 5,5 mètres par seconde. Pour avoir la vitesse en km par heure, on multiplie par 3,6 et on obtient donc une vitesse de 20 km par heure.